Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Les gars, nouveau décor, j'abuse. Ok, j'ai changé ma caméra, on a une scène maintenant en plus grand. Voilà, comme ça vous n'allez pas voir ma grosse tête sur le côté droit. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Voilà. Alors, Jérôme Guedj, vous le savez, député PS, était invité au micro de Backseat. C'est une émission qui se passe sur Twitch. On écoute ses propos parce que là, attendez, la parenthèse. Je n'ai pas de leçon à recevoir, je suis un sioniste pro-palestinien. Ah, c'est possible de dire ça? Comment? Moi, c'est peut-être ringard, je suis un universaliste républicain. Et donc, quand j'ai un éminent responsable politique qui, en plus, m'a formé sur ces questions-là, qui m'a expliqué que jamais une personne n'est renvoyée, n'est assignée à son identité, et qu'il écrit noir sur blanc que je trahis le judaïsme de gauche. C'est la première fois dans ma vie politique, il a fallu que ça vienne de Jean-Luc Mélenchon, que quelqu'un a dit « Guedj, il parle comme ça, pas parce qu'il est socialiste, pas parce qu'il est de gauche, il parle comme ça parce qu'il est juif ». Et ça, cette essentialisation dans le débat politique, c'est le contraire de ce dont on a besoin dans ce pays. C'est le contraire de ce que j'ai appris pendant 20 ans avec lui. Dans ce moment-là, j'aurais tellement aimé que Jean-Luc dise « Ce qui se passe là-bas est une horreur. Nous, notre responsabilité de républicains, c'est de faire en sorte que les juifs et les musulmans, ou les juifs ou les arabes, ils se regardent pas en chien de faïence en considérant que ici, dans les quartiers de Massy ou d'ailleurs, ils sont les dépositaires de ce qui est en train de se passer là-bas. Voilà. Et moi, j'ai pas de leçon à recevoir. Moi, je suis un sioniste pro-palestinien. Voilà. Moi, je suis un sioniste pro-palestinien. Mais ça veut dire quoi, ça? Mais c'est comme si je disais que j'étais végétarien et que j'adore en même temps le steak tartare. À un moment, faut choisir, mon gars. En plus, le problème, c'est que le sionisme, c'est la création d'Israël sur les terres palestiniennes. Et être pro-palestinien, c'est défendre ceux qui se font expulser. Ok? Il y a un souci, il y a vraiment un souci. C'est comme si un pompier disait « Moi, je suis à la fois pro-incendie et pro-extincteur ». Bah non, ça marche pas en fait, mon gars. Ça marche pas du tout, là. Voilà, j'essaye d'incarner par mon combat le combat pour la solution à deux États. Il y en a qui vous diraient que c'est antinomique. Ça veut non, c'est pas antinomique. Ben non, sioniste, c'est le droit à l'existence de l'État d'Israël, et pro-palestinien, c'est le droit... Putain, je regarde le chat Twitch derrière, comment il se fait incendier. Non mais en fait, il veut répondre à Mélenchon, qu'il accuse d'être trop pro-Israël. Et sa réponse est « Je n'ai pas de leçon à recevoir ». Façon élégante de dire que j'ai pas d'argument, mais je fais comme si de rien n'était, quoi. Super. La reconnaissance d'un État palestinien. Une solution à deux États. C'est évidemment une solution à deux États. Et moi, c'est mon combat et pas de ce moment-là. Moi, en 2009, quand il y a la première guerre à Gaza, je vais à Gaza. Donc moi, le soutien à la cause palestinienne, il est dans mon identité politique. Il va de pair avec le droit à la sécurité, à l'existence de l'État d'Israël. Et quand je dis je suis sioniste, pro-palestinien et anti-Netanyahou, je mets les trois dans la même phrase. Parce que je combats l'extrême droite en France, donc je combats l'extrême droite aussi en Israël. Sauf que là, comme il faut se mettre dans des positions caricaturales, comme j'avais cette position de nuance, à la fin, je me fais traiter de sioniste génocidaire. Après, c'est une technique basique du politicien de base, les mecs. Essayer de plaire à tout le monde sans jamais prendre de risques. C'est un peu le macronisme, c'est le fameux « en même temps », les amis. Un numéro d'équilibriste en quelque sorte, sauf que là, son numéro d'équilibriste, il n'y a pas de filet, mon gars. Tu vas te trouer, tu vas juste tomber dans le vide. Ok, putain, il a répondu, je crois, en plus, sur Twitter. Je crois qu'il a répondu, putain, il a encore gardé sa bannière. 64 ans, c'est non. Mon gars, faudrait actualiser ta bannière Twitter. Elle est plus en adéquation avec tes idées, là, mon gars. Quand je vois les commentaires haineux déclenchés par cette position qui est supposée être celle historique de toute la gauche, la solution à deux États, je mesure les ravages commis dans les têtes par cette instrumentalisation des drames. C'est cela qui est vraiment toxique. Mais mon gars, là, putain, mais c'est quoi cette excuse à 2 balles? On veut tous une solution à deux États. Moi, le premier. Mais t'as pas été attaqué pour ça. C'est le mot sioniste qui a déclenché cette vague de crise urticaire, on va dire ça comme ça. Ouh là là, Jérôme Guedj, il a dit je suis sioniste. C'est normal, genre mon gars, réfléchis à un moment donné. Bon ben comme annoncé sur la vidéo d'hier, les amis, les États-Unis vont essayer de résoudre cette guerre en Ukraine avec les Russes et sans les Ukrainiens. Des pourparlers diplomatiques entre les USA, la Russie sur l'avenir de l'Ukraine et la sécurité de l'Europe débuteront bientôt en Arabie Saoudite sans la participation de l'Union Européenne ni de l'Ukraine. Donc là, ils actualisent la donnée. L'envoyé spécial américain pour la Russie et l'Ukraine, le général Keith Kellogg, confirme que les Européens ne pourront pas participer aux pourparlers entre les États-Unis et la Russie sur l'Ukraine et sur l'avenir de l'Europe en général. Non mais franchement les gars, c'est comme organiser un divorce sans inviter les mariés. Pire encore, l'Europe qui est laissée de côté, c'est un signal extrêmement grave. Pourtant, c'est elle qui subit les conséquences directes de la guerre, que ce soit sur le plan économique ou même sécuritaire. Macron d'ailleurs, je crois que c'est lundi, hein. Lundi, on a une crise, on a une réunion à l'Elysée avec pas mal de chefs d'État européens.
je ne sais pas si Washington va être convié à cette table, ça m'étonnerait quand même. Mais en gros, Washington et Moscou vont décider entre eux du futur du continent européen. Et l'Union européenne regarde ça de loin, comme un enfant qu'on met à la table des petits pendant un repas de famille. C'est n'importe quoi. C'est un rappel brutal d'une réalité, les amis. Je vous le dis, hein, malgré les beaux discours sur l'unité et l'indépendance de l'Europe, ce sont toujours les grandes puissances qui décident. L'Europe, qui se rêve en acteur majeur, se retrouve une fois de plus simple spectatrice. Et l'Ukraine, alors n'en parlons même pas de l'Ukraine, les amis, hein, elle sert de champ de bataille, mais n'a même pas son mot à dire sur la fin de la guerre. Je sais pas comment ça se passe, je ne sais pas vraiment comment ça se passe chez vous, en commentaire, comment vous regardez et à travers quel œil vous regardez ces reportages, soit pro-ukrainien, soit pro-russe. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse de ouf. Et je me dis, vous êtes peut-être des pro-Trump, moi je peux entendre ça. Mais les gars, même au niveau français, franco-français, on doit se placer quelque part dans cette guerre ou pas? Où est-ce qu'on doit se placer sur la table des négociations? On est le petit de la table? On est le père de famille? On est l'oncle? On est qui? C'est quoi notre rôle dans tout ça? Et si t'es pro-européen, ça te dérange ou pas cette situation? Tu veux laisser les États-Unis faire tout seul? Dites-moi, moi ça m'intéresse vraiment. Alors hier, François Bayrou a rencontré des victimes de l'affaire Betaram. Je vais juste écouter ces 2 minutes de con là. Je rappelle que j'avais demandé cette inspection en 1996, mais que quand j'ai quitté le ministère en 1997, il y a eu nombre de ministres de l'Éducation et nombre de ministres de la Justice, d'opinions différentes, et que cependant on est resté sous les radars. Et si Alain Asker n'avait pas été là, dans une intuition pour proposer ceux qui se reconnaîtraient dans ces actes-là, pour leur proposer de se réunir, de se regrouper, ça ne serait pas arrivé. C'est tellement chiant à écouter. Encore une fois, ceux qui sont membres de ce collectif ne se connaissaient pas entre eux. C'est la première fois ce matin qu'ils se rencontraient. Et cependant, la ressemblance incroyable de ce qu'ils ont vécu est une attestation de la sincérité, de la vérité de ce qu'ils disent. Pour moi, c'était bouleversant, et pour nous, ça doit être une obligation, un devoir. Donc, on a répondu, j'espère. Donc là, il est quoi? Il est protégé? Il va tomber? Il va démissionner? Ça... Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite de l'opération? En tout cas, c'était une rencontre pour moi d'une authenticité. Oh, il a été touché. Terriblement marquante. Je le répète, il y a des actes intolérables et il y a des actes abominables. Et ces actes-là, il est de notre devoir de les reconnaître. J'espère bien quand même. Chercher, enfin pas de chercher, de voir la justice les punir et de se trouver ensuite avec la question de l'accompagnement et des réparations qui est une question pendante pour nous tous. Il va s'en sortir les mecs, hein. Il était au courant, le gars, hein. Il était au courant et il a... C'est pas possible, hein. Aïe, 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 aïe. On a la réponse de Paul Vianney aussi, député de la France Insoumise. C'est pas lui qui a médiatisé l'affaire, mais c'est celui qui en parle le plus à travers les plateaux télé. On écoute. Accusé d'avoir mis sous le tapis les violences physiques et sexuelles commises à Notre-Dame de Betaram dans les années 90, François Bayrou assure sa défense. Il a rencontré hier les victimes de ces violences pendant plus de 3h30 à la mairie de Pau. Bonjour Paul Vianney. Bonjour. Député de la France Insoumise du Val d'Oise. Alors je suis en full screen, hein. Je zoome pour éviter de me faire striker aussi les gars. Vous pouvez le comprendre au moins les mecs, quand même. Est-ce que vous restez malgré tout convaincu, vous, que François Bayrou a menti devant les députés mardi à l'Assemblée nationale en disant qu'il ne savait rien ou presque? Oui, j'en suis convaincu. François Bayrou a déjà changé 3 fois de version depuis mardi, et chaque nouvelle version dévoile le mensonge que constituait la précédente. Mardi, à l'Assemblée nationale, en réponse à une question que je lui posais, il a indiqué n'avoir jamais été informé de quelque violence que ce soit aux députés. Et hier, à Pau, à la mairie de Pau, il a pourtant révélé avoir, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale en 1996, commandé un rapport sur les violences commises à Betaram. Et ce rapport a été divulgué par vos confrères du Figaro il y a 2 jours maintenant. Ce rapport, il est, France Info, d'ailleurs. Voilà, il est accablant. Il est extrêmement grave puisqu'on y lit que des châtiments corporels sont infligés aux enfants, des élèves mis nus dans la cour de récréation la nuit pour les punir. On y lit que dans cet établissement, il y a des élèves surveillants qui sont chargés de surveiller d'autres enfants. On y lit qu'il y a un problème dans la conception de la discipline. Et ce rapport accablant donc, M. Bayrou, alors ministre de l'Éducation nationale, considère qu'il est, je le cite, positif et satisfaisant. Il va se rendre à Betaram, soutenir l'établissement et considérer au fond que l'affaire est classée. Il ne fera rien alors que
tout devait le conduire à prendre des mesures importantes pour protéger les enfants dès cette époque. Mais pourquoi mentir selon vous? Il rappelle que son propre fils a été scolarisé à Betaram. Son enfant a été scolarisé après que cette première plainte de 1996 soit déposée. Je ne sais pas pourquoi François Bayrou a fait ce choix. C'est un choix de père. C'est son choix. Cela le regarde et ça le regarde lui et sa famille. Moi, ce qui m'importe, c'est que comme responsable, comme ministre de l'Éducation nationale, comme député, il a été 20 ans député de la circonscription où se trouve l'établissement Betaram, comme président du conseil départemental, qu'il a été près de 10 ans, et le conseil départemental a la charge précisément de la protection de l'enfance. Ah mais il a beaucoup de casquettes, François Bayrou, quand même. Hein. Les cumuls de mandats, c'est une dinguerie. Hein. Il a dû bâtir une sacrée fortune. Monsieur Bayrou, connaissant à partir de 1996 des faits de violence physique, connaissant à partir de 1998 des faits de violence sexuelle sur les élèves de l'établissement Betaram, ne fait rien. Et ne faisant rien, il ne permet pas de dénoncer les crimes, il ne permet pas de les stopper, il ne permet pas de protéger les enfants. Et si monsieur Bayrou a menti à l'Assemblée nationale mardi et mercredi, c'est pour dissimuler le fait qu'il n'a rien fait et il est coupable de cette inaction. Ok, ça se comprend. Ça se comprend, la stratégie de la France Insoumise pour pousser Bayrou à la démission sur un scandale aussi grave que la pédophilie. J'arrive à comprendre. Il y avait un billet sur Jean-Luc Mélenchon, qui, sur une presse, je sais plus exactement, je crois que c'est la Tribune du Dimanche, mais à confirmer, où il disait que la censure de Bayrou s'éloigne, la perspective d'une présidentielle s'éloigne, parce que le Parti Socialiste sauve en quelque sorte Macron et son gouvernement. Ça veut dire simplement que la France Insoumise va essayer de trouver des tactiques pour provoquer la chute du gouvernement sans passer par des motions de censure. Ça passe par des scandales d'État. Pour moi, c'est un grave scandale, la pédophilie. Il faut protéger nos enfants. Il faut protéger nos enfants. Ils n'ont rien demandé. Éduquez-les correctement. Pas de violence sexuelle, pas de violence même physique. Rien, les gars, rien de tout ça. Tranquille, voilà. Simplement. Donc, je comprends la stratégie. Je ne sais pas si ça va tenir parce que je pense que d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça va s'essouffler, les mecs. Hein. Les polémiques comme ça vont finir par s'éteindre par eux-mêmes. On va commencer à parler d'autre chose. D'ailleurs, on va revenir aussi sur les États-Unis dans quelques instants, surtout qu'avec la perspective de la guerre, la perspective aussi de paix engagée par Trump avec Poutine, bah ça va chasser une actualité, celle de Betaram. On va écouter cette petite vidéo. Ni la Russie, ni la Chine, ni les États-Unis ne reconnaissent l'Europe comme une entité à part entière. Wow. Ni la Russie, ni les États-Unis ne reconnaissent, ni la Chine ne reconnaissent l'Union européenne comme une entité à part entière. Bon, d'ailleurs, quand on s'intéresse au fonctionnement de l'Union européenne, on peut quand même se poser la question. Hein. Quel intérêt partagé entre les pays baltes et puis la Grèce, ou entre la Pologne et l'Espagne, ou le Portugal? Passons. Donc ce n'est pas reconnu. Ce n'est pas reconnu. Donc on est tout à fait dans cette relation de nation à nation que cette bascule multipolaire est en train de mettre en place. Et c'est là où les dirigeants européens sont complètement has-been, parce qu'ils n'ont pas compris. Les amis, quand je vous dis en stream, à chaque fois, je le répète, mais le prochain arc majeur qui va arriver dans les médias, dans la tête des Français, durant les prochaines élections, etc., c'est potentiellement la France qui quitte l'Union européenne, le Frexit. À l'ancienne, Marine Le Pen, elle n'a jamais voulu d'une France avec l'euro, d'une France à l'intérieur de l'Union européenne, etc. Peut-être que la stratégie adoptée par le Rassemblement national sur les prochaines années, ce serait potentiellement de quitter l'Union européenne, en fait. La question de savoir notre place, parce qu'on reste quand même une armée, on a quand même l'arme nucléaire, on a la dissuasion, donc est-ce que ce serait pas le moment de se poser la question de est-ce qu'il faut quitter l'Union européenne ou pas? Bon, je sais que parmi ma communauté de gauche, il y a quand même beaucoup de pro-européens, mais avec une restructuration, une réforme en profondeur de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est vieillissante actuellement, elle ne répond pas aux enjeux mondiaux, parce que là, quand tu vois la Chine, les États-Unis, les pays émergents, les pays du Golfe, tu as le sentiment quand même que même si notre balance commerciale elle reste positive, même si on est les premiers clients de ce monde, on achète beaucoup, bah, les mecs, à un moment donné, dans les perspectives de guerre, etc., il faut avoir une diplomatie forte, et tu as le sentiment quand même que l'Europe est en retard. Quand tu vois les États-Unis être en capacité de négocier sans l'Europe, alors que ce sont ses alliés historiques, tu te dis, là, on a un problème. Peut-être que Donald Trump veut nous envoyer aussi un message pour montrer aussi que l'Europe doit montrer ses muscles, à nous de recevoir ce message.
à nous d'activer les leviers pour pas qu'on passe pour des has-been, comme il le dit si bien. Bon, qu'est-ce qu'il nous a dit là, le Michel Siemens là? Je vois des vidéos de part et d'autre sur Twitter. Attends. Gaulliste, souveraineté nationale et populaire, cofondateur du mouvement politique citoyen. Oh là 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 là. Et attends, il est suivi par qui? Cyril Hanouna, Jean Messia. Bizarre. Vas-y, on va écouter la tech vite fait. Justement, on a vu que Donald Trump a nommé comme ministre de la Santé Robert Kennedy Jr., qui est un anti-vax notoire, justement. Est-ce que ça vous inquiète? C'est dramatique. C'est pas que ça m'inquiète, c'est que c'est dramatique. Kennedy Jr., pour pouvoir se faire nommer secrétaire d'État à la Santé, a dit « Mais non, je suis pas anti-vax. » Il suffit de regarder sur Internet, vous trouverez toutes ces déclarations. « Je veux juste vérifier l'innocuité et l'efficacité des vaccins. » On en est aujourd'hui, c'est le pays le plus important, le plus riche du monde, qui a un ministre... Le médecin préféré des Français? Ok, je savais pas qu'il avait ce titre-là, Siemens. ...de la Santé qui dit je veux quand même aller vérifier que les vaccins sont efficaces et qui sont pas dangereux. On est devant un ministre complotiste. Et ce qui se passe aux États-Unis, qui est dramatique pour les Américains, mais il n'y a pas que ça, je vous ai entendu parler tout à l'heure, mais ce qui se passe aux États-Unis va nous arriver. C'est un tsunami de fake news qui va nous arriver dessus. Après, je suis d'accord, je suis quand même d'accord avec lui. Je pense que Siemens traîne des casseroles durant l'époque Covid, mais là où il a raison, il y a un article qui l'explique très bien, c'est que l'extrême droite sont des spécialistes des fake news. Alors, je ne parle pas forcément des vaccins, parce que pour moi, les vaccins, je pense que Kennedy ne veut pas interdire les vaccins, il veut juste les tester pour voir s'ils sont sûrs et efficaces. C'est logique. Mais pour Siemens, c'est un complotiste. Aujourd'hui, demander des preuves, c'est devenu suspect à présent. Je pense, sincèrement, qu'il y a des fake news propagées par l'extrême droite. Mais attention quand même, parce qu'il y a des fake news aussi dans la médecine. Je pense que dans le Covid, il y a eu plein de contre-vérités, plein de vérités qui ont été dites de part et d'autre. Tout a été mélangé. Vraiment, tout a été mélangé. Mais attention quand même aux informations qui circulent, par exemple, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, sur la situation à l'échelle européenne et même à l'échelle française. Il y a énormément de fake news qui sont partagées par l'extrême droite. C'est vérifié, c'est sourcé. Je peux même vous partager l'article de Libération qui en parle. Alors, je ne suis pas un grand fan de Libération, parce que vas-y, ils nous mettent beaucoup des bâtons dans les roues à l'extrême gauche, à la gauche, extrême gauche, peu importe, anticapitaliste. J'aime pas forcément Libération, mais l'article qu'il a pondu sur les fake news d'extrême droite, vraiment, je vous jure qu'elle est hyper intéressante. Hyper intéressante. Donc, pour revenir à Siemens, en réalité, ce qu'il craint, ce n'est pas un tsunami de fake news, c'est un raz-de-marée de vérité qui pourrait bousculer le discours officiel. C'est ça la chose. Parce qu'on a vu que le discours officiel qui nous a été partagé par les Olivier Véran, par les Macron, par les six bêtes, là, la porte-parole du gouvernement à l'ancienne qui disait que les masques n'étaient pas obligatoires, mais finalement on a su que c'était obligatoire, mais en vérité c'était pas vraiment obligatoire parce que malgré le vaccin, tu pouvais encore transmettre le Covid. Bref, le discours officiel, maintenant, c'est aussi des fake news. Voilà, je le dis. Donc, il faut ouvrir un vrai débat. Tout simplement, un véritable débat, les mecs. On termine avec cette vidéo, 60 secondes de Yann Moix en train de parier aux blagues grasses de Gérald Depardieu. T'en avais réact à ce TPMP à vous, comment en tant qu'humain, quand vous regardez ce qu'il dit, même si vous dites que c'est 3-4 minutes, comment vous pouvez continuer la collaboration? Parce que moi, quand je regarde ça, pour moi, c'est une fin de carrière. Sur tout ce qui bouge. Ces blagues grasses qui ne me font pas rire. On a le droit de rire ou pas d'une blague grasse. Il y a deux cochons. Je connaissais les tours de cochonne, mais pas les cochonnes de tours. Ces blagues grasses qui ne me font pas rire. Putain, exactement le bassin. Oui, ouais, le bassin armoricain. Qui ne me font pas rire. C'est sa collègue là. Ces blagues grasses qui ne me font pas rire. Ah bah salope, t'aimes ça. T'aimes quand je t'appelle matelote. Qui ne me font pas rire. Il les frappe comme moi je frappe ma femme. Le vrai de claquer. Pour moi, j'ai enlevé les pires parce qu'elles me sont insupportables. Comment vous pouvez continuer la collaboration? Parce que moi, quand je regarde ça, pour moi, c'est une fin de carrière. Sur tout ce qui bouge. Ces blagues grasses qui ne me font pas rire. Ah là là, on est dimanche, les mecs. Demain, c'est la polémique, elle est sortie de vendredi. Elle est sortie vendredi, samedi, voilà. Faut un peu de temps, les mecs, hein, faut un peu de temps. Je ne sais pas s'il va s'expliquer sur TPMP lundi. Je ne sais pas s'il sera invité sur les plateaux télé, même sur CNews, pour s'expliquer par rapport à ça. Ou est-ce que son avocat, par la voix de son avocat, est-ce qu'il va venir sur les plateaux s'expliquer? Ou est-ce qu'il va juste faire silence radio? N'oublions pas quand même, les amis, hein, on est à 2 semaines de la fin de C8. Il reste encore quelques émissions en direct. Et demain, Yann Moix sera sur TPMP.
le Before, pardon, je sais plus comment elle s'appelle exactement l'émission, mais en gros, il est avec Eric Nolot. Je crois qu'il est avec Eric Nolot et Pascal de la Tour du Pin, l'ancienne journaliste de BFM TV. Donc je ne sais pas s'il va revenir sur la polémique ou est-ce que ils vont faire table rase en mode on change de sujet, on parle d'autre chose. Est-ce qu'il va faire semblant d'esquiver la polémique? Parce que faut pas oublier qu'Yann Moix n'a pas Twitter. Mais évidemment, son entourage, etc., ça va forcément tomber dans ses oreilles. Il y a d'ailleurs un article de presse écrite qui est sorti sur lui. Donc évidemment que c'est tombé dans ses oreilles, les gars. Évidemment. Enfin bref. Quel gros porc ce mec. Franchement, je le déteste. Hein. C'est n'importe quoi ce gars. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Comme d'hab, on va sélectionner quelques questions par-ci par-là pour échanger avec vous. Je serai en stream demain à partir de 19h30, soyez là, soyez au rendez-vous. Je sens que l'histoire avec Yann Moix n'est pas terminée. On verra quel média va en parler. Je pense pas que ce sera BFM TV, je miserai plus sur CNews ou C8. On verra. Demain, ça va barder, je pense. Je sais même pas s'il a bien dormi la nuit. Bref, bonne soirée à tous.